Ah si, ça va. C'est bon. Bonsoir. Merci d'être présent ce soir pour cette conférence dans le cadre du festival d'exposition, toute l'animation qu'a amené la Maïf Social Club sur les forêts, le chant des forêts. Nous, on est ravis d'être là aujourd'hui. On va vous parler de ce sujet qui est parfois simpliste ou même parfois trop complexe, que sont les forêts, leur préservation. On est ravis d'être partenaire de ce cycle de conférences de la Maïf Social Club qui a souhaité finalement, à travers aussi toutes les expositions artistiques, amener aussi des débats d'idées. Ils nous ont confié cette lourde mission de chercher des sujets qui parlent à tout le monde, des questions que tout le monde se pose, où parfois on a tendance à avoir des réponses un petit peu simplistes, et de débattre avec des experts, des intervenants, des gens du terrain qui vont vous parler de ce sujet. Pour ma part, donc, je suis Jonathan Guyot, je suis ingénieur forestier de formation, cofondateur de Fortwiz. C'est l'association qui a animé tout ce cycle de conférences. Je vous présenterai ensuite nos intervenants, parce que ça va être eux qui auront toute la parole durant ces 1 heure et demie. On aura 1 heure de présentation, une demi-heure de questions-réponses. All for Twist, c'est une association qui s'est créée il y a 6 ans, qui vise à fédérer tous les acteurs, tous les porteurs de projets qui travaillent sur les enjeux de préservation et restauration des forêts à l'international, mais également en France, dont des acteurs de terrain qui accompagnent les populations locales, qui souhaitent développer des projets de préservation des forêts. Et forcément, dans notre travail, viennent des débats, viennent des sujets qui montent dans la société. Et l'association a aussi créé un outil pédagogique qui s'appelle la fresque de la forêt, qui sera animé ici à la Maïf Social Club en mars, le 27 mars. C'est un atelier pédagogique très ludique où on peut apprendre finalement les causes, les conséquences de la déforestation et surtout comment agir. Parce que l'idée aussi de ces conférences, c'est pas juste de vous donner des points de vue, des réponses, c'est aussi de vous donner des leviers d'action et de voir comment ce que nos experts recommandent pour agir pour la préservation des forêts. Ce cycle de conférences, il y en a 4. On a pris des sujets grâce à cet atelier qui ressortent régulièrement, des questions que les citoyens se posent. La première était, est-ce qu'il faut planter des arbres pour préserver des forêts, donc qui aurait dû avoir lieu il y a 1 mois, mais qu'on a dû reporter en juin, donc vous aurez peut-être encore l'occasion de la découvrir. Faut-il mettre les forêts sous cloche pour les préserver? Ce sont des questions parfois qu'on peut se poser. On parlera un petit peu du contexte. La troisième question, c'était, ok, il y a de la déforestation, mais comment on peut agir à notre niveau? Donc on aura des experts qui viendront en janvier nous parler de ce qu'on peut faire nous à notre échelle individuelle, mais sur les enjeux de politique, sur les enjeux de faire bouger aussi les entreprises. On en parlera un petit peu en fin de soirée. Et puis quand on parle de forêt, et vous allez me dire, c'est quand même bizarre de clôturer un cycle de conférence par finalement la question essentielle. On va reposer cette question, mais qu'est-ce qu'en fait une forêt? Parce que parfois, si on ne se donne pas une bonne définition, on ne trouve pas les bonnes solutions. Et en fait, une forêt, si je vous pose là la question, je suis sûr que chacun a une définition qui lui est propre face à sa sensibilité, face à ses besoins, sa vision, et on n'a pas tous la même définition de la forêt. Et le problème aujourd'hui, c'est que sur ces enjeux-là, on n'a pas tous la même définition, et donc on ne parle pas le même langage. Donc ça sera la 4e conférence, donc la 3e, vu qu'on a dû déplacer la première, qui aura lieu en février. Et on clôturera ce cycle de conférences par un atelier pédagogique qui dure 3 heures, où vous êtes vraiment proactif, et c'est là que vous apprenez les causes, les conséquences de la déforestation, les leviers d'action, et qui aura lieu donc le 27 mars. Aujourd'hui, les enjeux forêts, on va parler surtout des enjeux à l'international, pas forcément les enjeux français qu'on peut aussi aujourd'hui débattre, mais on sait plutôt, la Maïf Social Club voulait aussi illustrer tous les enjeux sur les forêts tropicales, les enjeux de la déforestation, et c'est ce qu'ils ont fait à travers l'exposition. Vous pouvez voir à côté de tous ces expositions, ces œuvres d'art, il y a des messages, et des messages sur les causes, les conséquences, les leviers de cette déforestation. L'enjeu, c'est aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près 10 millions d'hectares par an qui disparaissent chaque année. On verra quelles sont finalement ces causes, quelles sont peut-être aussi les conséquences. Et c'est vrai qu'on se dit peut-être que pour lutter contre cette déforestation, une des solutions pourrait être de les mettre sous cloche. Cette conférence tombe aussi à un moment très important. Il faut savoir que sur la scène internationale en ce moment, il y a ce qu'on appelle la COP 15, donc la conférence des parties sur la biodiversité. En ce moment, aujourd'hui,
les États se réunissent en ce moment à Montréal pour parler des enjeux de biodiversité, les leviers d'action. Et il y a un sujet qu'on va aborder aujourd'hui qui est justement un projet très ambitieux qui est de dire qu'il faudrait mettre 30% des superficies terrestres et maritimes en aires protégées, voire même 10 en protection forte. Donc c'est un sujet qui est débattu maintenant et qu'on va aujourd'hui débattre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 265 000 aires protégées à travers le monde. Ça recouvre à peu près 15,7% des terres, soit 7,7% des mers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce qu'une aire protégée? On en débattra tout à l'heure. Et donc, si on veut préserver les forêts, il est légitime peut-être de se dire une des solutions serait de les mettre sous cloche. Et est-ce qu'on peut vraiment les mettre sous cloche? On va faire un petit exercice juste avant. Si vous avez un téléphone portable, je vais vous proposer d'aller sur un site qui s'appelle mentimeter.com. Vous n'avez pas? Vous voulez que je vous prête le mien? Non, je ne sais pas. Vous pouvez voter un papier. Et vous allez tomber sur cette page et en haut, ils vous disent mettez un petit code et vous rentrez 86 26 24 95 et on va vous poser une question. En fait, on va vous poser la question. Elle arrive, la question. Elle arrive. Mais c'est la question de la conférence. En fait, on va vous poser, vous, la question. Est-ce qu'il faut mettre les forêts? Alors, est-ce que c'est bon? Vous avez réussi à vous connecter en haut, tout en haut, quand vous êtes sur la page, vous avez Enter a code et vous rentrez ce code 86 26 24 95. Levez la main si c'est bon, comme ça je peux savoir. C'est bon. Ok, allez. C'est bon pour tout le monde? Allez, on va passer sur la prochaine slide. Donc là, vous avez une question normalement. Voilà, vous avez déjà commencé à y répondre, c'est parfait. Donc on commence à voir vos réponses. Je m'attendais à des oui quand même. On a mal choisi le titre de la conférence. C'est que Survival a bien fait son boulot. Vous copiez pas, hein? Dites vraiment. D'accord. « 86 26 24 95 ». Donc, je pense qu'on n'aura pas besoin de finir à la fin. Bon, tant mieux. Ça veut dire que si c'est compliqué, effectivement, tous ces sujets sont extrêmement complexes et on est là justement pour en discuter. On va commencer avec Fiore Longo. Vous êtes coordinatrice d'une association qui s'appelle Survival International. Vous êtes également anthropologue de formation. Vous avez travaillé à la fois en France, en Espagne et aussi beaucoup à l'international en pays tropical. Vous êtes coordinatrice d'une campagne aujourd'hui avec Survival International qui s'appelle Décoloniser, la protection de la nature. Cette ONG qui s'est créée il y a plus de 40 ou 50 ans même, quasiment. Son objet, c'est vraiment de défendre les peuples autochtones, à la fois de faire du plaidoyer, des campagnes, de porter finalement aussi, d'aider les peuples autochtones à porter leur parole, à se faire entendre sur la scène internationale. Et depuis plusieurs années, vous agissez sur les droits des peuples autochtones, justement, à la fois en Afrique, en Asie, sur différents territoires. Et moi, ma question que je vais vous poser également, c'est faut-il mettre ces forêts sous cloche pour les préserver et quelles sont finalement peut-être les conséquences derrière ça? Merci. Je vais juste j'ai la lumière dans mon visage. Ah, oui. C'est pas trop. Hein. Ouais. Ah, maintenant je peux vous voir très bien. La première chose pour moi, pour répondre à ces questions, c'est de se poser de se demander de qui il faut protéger les forêts et qui en fait détruit les forêts. Et la question, c'est essentiel parce que quand on parle de la mise en cloche, en fait, souvent, c'est des solutions qui viennent des mêmes personnes qui sont en train de détruire la forêt. Et donc, l'idée, ça vient de nous. Et c'est surtout, par exemple, c'est très important parce que, comme Jonathan le disait, dans ces moments, dans la COP15, qui c'est la rencontre la plus importante pour la question de la biodiversité, la solution qui est portée par l'Union européenne, par la France en particulier et des autres pays, c'est qu'il faut créer plus de aires protégées. Donc, il faut être mis en cloche.
Sous cloche, hein, j'ai les prépositions en français. Bon. Mis sous cloche les forêts. Mais il faut savoir que ce que nous pensons d'être la nature, et des forêts dans ces cas, pour certaines des autres personnes, c'est leur maison. Donc partout dans le monde, les forêts ne sont pas vides. L'Amazonie, les forêts du Congo, il y a des milliards de peuples autochtones qui habitent à l'intérieur et pour lesquels ces forêts est leur maison. Donc ils vont pas seulement vivre et prendre tout ce dont on a besoin pour manger dans la forêt, mais ils vont aussi nourrir ces environnements. Ce n'est pas par hasard que les 80% de la biodiversité, les 80%, se trouvent dans les territoires des peuples autochtones. Donc la majorité de la biodiversité du monde se trouve, il y a des personnes qui y habitent. C'est juste que ces personnes n'y habitent pas comme nous, on habitons. Donc l'idée de créer des aires protégées dans lesquelles les activités humaines vont être interdites. Donc dans une aire protégée, il y a différentes catégories. La majorité de ces catégories interdisent toute activité humaine. Donc ça veut dire que des personnes qui avant faisaient la cueillette, la chasse, recueillaient des plantes médicinales, à un certain point, ils vont se voir interdire toutes ces activités. Et nous, on va créer ces aires protégées, des parcs naturels, dans lesquels nous, on peut y aller en payant comme touristes. Donc, oui, et aussi la chasse au trophée, mais oui. Et donc, la question, c'est, on protège de qui et par qui. Donc, on voit que c'est que la majorité de ces aires protégées, elles répondent à un modèle, surtout en Afrique et en Asie, qu'on appelle de la conservation forteresse. Donc, on crée une forteresse autour de ces forêts. Mais je trouve que cette terminologie est ambiguë parce que la forteresse n'est pas vraiment une forteresse pour tous. Donc, c'est une forteresse pour ces personnes, souvent des Africains ou des personnes asiatiques, qui habitaient là-bas depuis des générations et qui maintenant, ils ne peuvent plus y entrer parce qu'ils sont accusés de détruire ces natures. Mais en même temps, de l'autre côté, donc, les touristes ils peuvent y aller, mais aussi les entreprises multinationales. Parce qu'une fois que la population locale est virée, donc tout type d'activité, maintenant l'aire protégée appartient à l'État ou des grandes ONG comme les WWF, donc, qui cherchent les profits, et donc tout peut se passer à l'intérieur. On a des preuves scientifiques qui démontrent qu'où il habite des peuples autochtones, il y a moins de déforestation, il y a plus de biodiversité, il n'y a plus de carbone dans les sols. Donc on a l'évidence scientifique aussi qu'il y a un lien énorme et que ce n'est pas possible de contester entre diversité linguistique et culturelle et biodiversité. Les êtres humains, ils ont vécu dans le monde, ils vivent encore des millions de façons différentes et enrichissent leur territoire. Ils font des choses. Donc les chasseurs-cueilleurs, ils vont aller dans la forêt, ils ne vont pas seulement chasser. Ils vont faire des choses qui enrichissent les écosystèmes. Par exemple, les Bakas dans les bassins du Congo, ils vont laisser par terre l'igname sauvage, qui est un type de racines. Et ils les laissent et aussi ils la cultivent d'une certaine manière parce que les éléphants, ils adorent l'igname sauvage. Donc il va y avoir plus d'éléphants où il y a des Bakas. Les Bakas, ils chassent les éléphants aussi, mais ils font des choses pour enrichir les écosystèmes et les maintenir en équilibre. Donc l'idée de créer des aires protégées vient surtout d'une société habituée à détruire l'environnement. Et plus nous, on détruit l'environnement, et surtout les forêts des autres, plus on a cette idée de la mettre en cloche et la séparer et de continuer de cette façon à faire ce qu'exactement nous faisons, que c'est la continuer à détruire. Donc pour nous, ce modèle de mise sous cloche répond à une société qui ne veut pas protéger vraiment la nature et faire face aux vraies causes de la destruction de l'environnement. Et ça nous permet à nous de dire, ah, ça c'est bien, on va sauver cette côté, et de l'autre côté, on va continuer à faire exactement la même chose. Donc ça ne marche pas. Et la dernière chose, c'est d'un point de vue aussi environnemental, si on continue de l'autre côté à polluer la planète, on ne peut pas en fait séparer un morceau de terre dans lequel rien ne se passe et la nature est intacte. Avant tout, la nature n'est pas intacte, elle était façonnée par des hommes, mais aussi les changements climatiques, il n'a pas des barrières, donc elle va dépasser les aires protégées. Dans plein des aires protégées dans l'Afrique de l'Est, la sécheresse causée par les changements climatiques est en train de tuer les animaux. Et aussi, ça va être la même chose avec les plantes et tout le reste. Donc, on ne peut pas mettre de côté ça, et aussi la pollution, tout ça, il n'y a pas de barrière. Donc, on trouve que ça, c'est un modèle que ça ne sert à rien. Bref. Oui. Très bien, c'est important de souligner effectivement qu'une personne sur 5 dans le monde dépend des forêts pour ses moyens de subsistance. Donc c'est quand même une part majoritaire, majoritaire non, mais quand même une part très importante de la population mondiale. Et dans ces forêts, notamment tropicales, on y retrouve 80% de la biodiversité terrestre. Donc effectivement, il y a des gros enjeux. Et pour le coup, je vais proposer à Évrard Van de Bonn, désolé, j'y arriverai jamais. Pourtant, c'est
Tu es géologue de formation. On te décrit aussi comme un aventurier, photographe, réalisateur de documentaires. Et tu as aussi fondé il y a plusieurs années Nature Évolution, qui est une ONG qui, pour le coup, souhaite accompagner les populations à préserver ce qu'il y a de plus beau chez eux, la biodiversité, mais aussi de pouvoir aussi développer leurs activités économiques, agricoles. Cette ONG, vous travaillez à la fois à Madagascar, en Indonésie, dans plein de contextes, donc tu as pu voir aussi la difficulté de mener de front ces projets, de préserver ce que tu appelles pas des forteresses comme Fjord, mais des coffres-forts de biodiversité, une richesse en fait qu'il faut pouvoir préserver, mais préserver avec les populations. Et notamment à Madagascar, depuis 2009, vous avez accompagné des populations à créer une aire protégée qui s'appelle le Macaï. Vous faites même beaucoup d'expositions photos, vous avez fait des reportages et des documentaires pour montrer la beauté, la diversité de ces enjeux. On a rappelé cette urgence de préserver les forêts. Déjà, pourquoi c'est urgent de les préserver? Quelles sont en fait, qu'est-ce qu'elles nous apportent, qu'est-ce qu'elles apportent aux populations? Et pour toi, pour vous, en fait, pourquoi ça a été important peut-être de créer ce genre d'outils, d'aires protégées avec les populations locales? Oh là là, il y a je sais pas combien de questions dans sa question. Là. Et tu as 5 minutes. Voilà. Merci. Alors, bonjour, bonsoir à tous. Déjà, merci de me donner la parole, Jonathan. En fait, je vais devoir un peu répondre directement à Fioré parce que c'est le dur de la question qui rentre d'emblée. Moi, je ne suis pas convaincu qu'on puisse, ou en tout cas que ça ait du sens de jeter le concept d'aire protégée tel quel. Voilà. Je pense que il existe comme il existe une multitude d'espèces, il existe aussi une multitude de contextes, une multitude de cultures, une multitude de géologies différentes, etc. Et chaque fois qu'il y a une multitude de choses différentes, il y a aussi des multitudes de réponses différentes. Et dans certains cas, je pense que non seulement il y a des contextes qui peuvent être différents, mais il y a aussi des types d'aires protégées qui peuvent être différents. Et tu soulignais à l'instant que nous, l'aire protégée telle qu'on la conçoit, c'est pas du tout une histoire de verrouiller le truc et d'empêcher les gens d'y aller. Pour vous donner pour rentrer un petit peu plus dans le détail, nous, la fameuse aire protégée du Macaï, en réalité, on détourne, je dis clairement, le ministre de l'Environnement n'étant pas devant moi, je le dis, on détourne les réglementations nationales de Madagascar, parce que si on les applique, effectivement, il y a trop d'interdits, ça devient complètement abusif, enfin nous, ça ne nous paraît pas normal. Mais on peut le faire en tant que gestionnaire d'une aire protégée. On peut, le mot détourné n'est pas bon, mais tu peux adapter les règles, entre guillemets, pour que ça devienne quelque chose qui soit bénéfique pour les communautés à long terme. Le but du jeu, c'est ça. Pour revenir à ta question, la biodiversité, elle sert à quoi ? Elle nous sert à tous les jours à boire de l'eau potable, à manger et à respirer. C'est quelque chose qui est relativement essentiel. Donc, je pense qu'il est nécessaire, impératif même, de la protéger, cette biodiversité, où qu'elle soit. Je fais une autre je vais pas dire, une petite nuance aussi par rapport à ce que disait Fioré tout à l'heure. Il y a une certaine tendance de nos civilisations à détruire ça. Je suis absolument d'accord. C'est pas une tendance, c'est un fait. On détruit absolument tout ce qu'on peut détruire, malheureusement. Mais cette idée de dire que les communautés locales, les communautés indigènes vivent comme dans nos rêves d'avant, c'est-à-dire idéalement en harmonie, etc., replantent la petite graine qui va bien pour l'éléphant, pour ci, pour ça, je suis désolé, ça j'y crois pas. J'y crois pas parce que les endroits où j'ai pu aller depuis de nombreuses années, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Alors ça arrive, je suis sûr que ça arrive. Et certains d'entre vous l'ont sûrement vécu. Mais ce n'est pas la totalité. Et donc ça veut dire que ce qu'a dit Fioré, c'est vrai, mais c'est pas tout le temps comme ça. C'est pas tout le temps comme ça. Je peux vous donner un exemple. Moi, le massif du Macaï, j'y travaille depuis plus de 15 ans. Dans ce territoire-là, en particulier, je vais parler que de celui-là, parce que c'est le seul sur lequel je suis absolument sûr de ce que je dis.
les communautés qui vivent dans ces environs ne vivent absolument pas en harmonie avec l'environnement. Mais alors, absolument pas. Chaque action qu'elles mènent dans la forêt est une action destructrice, qui n'a absolument aucune vocation à améliorer la biodiversité, à garantir même la survie de leur propre population à long terme. En fait, c'est clairement une vision ultra court-termiste que je ne critique pas. Hein. C'est simplement qu'ils sont dans une situation de précarité telle qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils aillent prélever quelque chose dans la forêt, des lémuriens, des tenrecs, des cœurs de palmier, des tubercules, du miel, etc. Alors vous allez me dire, du miel, c'est gentil, enfin, pas de souci. Mais pour nous, parce qu'on sait à peu près comment on fait pour prélever du miel, mais je vous prends encore l'exemple de ces gens-là que j'adore. Enfin, je veux dire, c'est des gens avec qui je me sens mieux que quand je suis ici à Paris, je vous dis tout de suite. Mais quand ils vont chercher du miel dans la forêt, ils voient un essaim dans la forêt, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils coupent l'arbre, soit ils le brûlent. Et ensuite, ils défoncent l'essaim et ils le mangent. Alors, on ne va pas me dire que c'est une attitude qui est particulièrement respectueuse, durable, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que globalement, je suis d'accord avec Fiore et je suis convaincu que majoritairement, c'est nous qui détruisons la nature, c'est sûr. Ce que j'aime pas, c'est qu'on vienne dire que c'est une règle absolue et que ça se passe toujours comme ça. En fait, il y a une multitude de nuances. Voilà. Et je voudrais que ce soir, on reste dans la nuance parce que c'est important. Je pense que dans tous nos milieux de vie, d'ailleurs, pas seulement sur la biodiversité, mais on est dans une tendance sociétale à toujours tout opposer, à vouloir toujours créer des blocs opposés les uns aux autres. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis persuadé qu'on peut s'entendre à merveille avec Fiore. Je veux juste qu'on parle de choses... Mais oui, mais c'est justement parce que les choses sont trop tranchées de ton côté. Moi, je pense que c'est nécessaire de voir qu'il y a plein de variantes différentes. Ouais. C'était vraiment l'enjeu quand Florent Héridel, qui a fait toute cette programmation sur le champ des forêts, nous a dit justement le monde est tranché, blanc, noir, on est toujours dans les oppositions, montrons ça et trouvons aussi les voies et les discussions. Donc merci d'être franc et de parler de vos expériences. Guillaume Blanc, là on parle même plus d'expérience, on parle d'études. Vous êtes historien de l'environnement, plus que d'expérience. On analyse, vous avez analysé justement, étudié l'histoire des parcs nationaux en France et à l'étranger. Vous avez vu qu'il y avait des différences. Finalement, en France, on a des parcs nationaux et on peut quand même y faire plein de choses. Et même des fois, on s'y perd finalement avec toutes ces aires protégées. Finalement, en France, comme vous dites, on protège les agriculteurs et les bergers. Par contre, quand on parle de parcs nationaux en Afrique, ce n'est pas le cas. Et donc, vous avez fait un travail de recherche sur ce sujet. Vous l'avez publié dans un livre qui s'appelle « L'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain ». Même question, est-ce que selon vous, on peut mettre les forêts sous cloche? Et peut-être une question un petit peu plus loin, est-ce que finalement, c'est pas aussi déshumaniser les gens qui y vivent pour les protéger, quoi, en fait, finalement, est-ce qu'on n'enlève pas un rôle à des acteurs qui font partie de ces écosystèmes? Merci beaucoup. Oui, ça marche. Hein. Oui. Du coup, c'est difficile d'embarquer avec ça parce que j'ai envie de répondre à ça, mais je vais essayer d'y répondre et juste en relevant. Moi, je suis la nuance. Moi, j'y crois pas à la nuance. Par contre, la courtoisie, clairement, et ça va marcher. Mais moi, je me souviens, je vais juste donner cet exemple, que mon directeur de thèse au Québec. Alors, je pense qu'il n'y a pas de séparation qui fait des études ou autre. Moi, pour bosser à l'université, je peux vous garantir que le niveau d'études n'est pas proportionnel au niveau d'intelligence. Non, mais autant le dire directement. Je sais pas, c'est pas. Mais mon directeur de thèse, il me disait un truc que je trouvais particulièrement intelligent, c'est que j'ai jamais eu le droit en 500 pages de thèse. Et après, parce que j'en ai fait plein, en fait, j'ai fait 5-6 bouquins. C'est juste que lui, il a été connu. J'avais pas le droit au on. J'ai jamais eu le droit de marquer on. C'est-à-dire que on, comme il me disait, c'est un truc de fainéant pour pas dire les acteurs. Si j'arrive directement aujourd'hui, les parcs nationaux, alors moi je travaille sur l'Éthiopie, mais pour une maison d'édition, l'Éthiopie c'est très restreint, donc j'ai dû le faire sur l'Afrique, ce grand pays. 1 à 14 millions d'agriculteurs et de bergers ont été expulsés des parcs nationaux africains. 1 à 14 millions selon les sources. 1 million minimum, 14 millions maximum. De qui on parle? On parle de gens qui se déplacent à pied. On parle, et c'est pour ça, c'est là où j'irai, Fiore n'a pas dit, ces gens, bien sûr que les gens exploitent la nature, mais on parle de gens qui
consomment leur propre nourriture. Eux ne vont jamais aller acheter qu'une seule chose qui vient de l'importation. Contrairement à 2,5 milliards de gens sur la planète, ils n'ont pas de smartphone, ils n'ont pas d'ordinateur. Eux vivent sans électricité, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces expulsions et pourquoi ces expulsions continuent aujourd'hui? Moi, le parc sur lequel j'ai travaillé en Éthiopie, il a été classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, donc en 1978, déclassé sur la liste du patrimoine en péril en 1996, mais il est revenu sur la liste du patrimoine mondial en 2017, quand l'Éthiopie a enfin répondu aux injonctions du WWF, de l'UICN et de l'UNESCO. Et donc c'est ça, hein, effectivement, il y a plein de types d'aires protégées. Moi là, je parle des parcs nationaux reconnus dans le critère de l'UICN avec les contraintes. Il est revenu sur la liste du patrimoine mondial parce que l'Éthiopie a enfin expulsé les populations. Donc ils ont expulsé 2508 personnes d'un village en bois et en torchis, qui pour la première fois ont été voir ce qu'était une ville, c'est-à-dire qu'ils ont été expulsés à 30 km dans une ville. C'est pas vraiment en ville qu'on apprend à ne pas polluer. Alors pourquoi il y a ça? Et là, je prêche un peu pour ma paroisse. Et l'histoire, ce qui est cool, c'est que ça permet justement de prendre du recul. Pourquoi il y a ça? Il faut remonter à la colonisation. Alors loin des idées, oui, alors repentance ou autre, non, ça on peut laisser le débat aux médias et aux politiques, ils le font très bien pour éviter de parler du vrai problème. Pourquoi les colons, quand les colons européens sont arrivés en Afrique fin 19e siècle, pourquoi ils ont mis en parc? Il ne faut pas voir les colons comme une race à part, comme si c'était des aliens extrêmement méchants qui avaient décidé de tout. Non, ils laissent derrière eux une Europe radicalement transformée par l'urbanisation, par l'industrialisation. Et ils vont être persuadés de retrouver en Afrique et en Asie la nature qu'ils ont perdue chez eux. Mais il y a une chose qu'ils ne vont pas être capables de faire, c'est de voir que les changements écologiques auxquels ils assistent sont de leur fait. Parce que la colonisation représente un choc écologique sans précédent, parce que c'est de l'intensification de la connexion au monde, de la connexion du monde. Avec la colonisation, on sait qu'en Afrique et en Asie, c'est 95 millions d'hectares de forêts qui sont déboisés de 1850 à 1940. C'est le seul chiffre plausible qu'on ait, parce que c'est dans les répertoires des exportations. Ça représente, on pense que ça représente 5 fois plus que dans les 2 siècles précédents. La colonisation, c'est aussi 65 000 éléphants par an qui sont abattus en Afrique de l'Est, parce que intensification du commerce de l'ivoire. Et attention, pas avec les gentils africains et les méchants blancs, avec des commerçants indiens, avec des acheteurs américains et européens, avec des intermédiaires arabes et africains, et puis ils vont aller tuer les éléphants. Et puis on a le rail, bon, on a tout ça. Et pourquoi il y a des réserves de chasse? Parce que les colons se rendent compte que les animaux disparaissent. Et ils vont mettre en parc, mais ils vont blâmer les populations locales. Et ils vont inventer le mythe du bon chasseur et du mauvais chasseur, le braconnier ou le chasseur blanc. Et puis quand il va y avoir encore moins d'animaux dans les années 30, ça va devenir des parcs nationaux. Parce que ces chasseurs vont être affublés d'un surnom qu'ils n'aimeront pas du tout, mais ils le reconnaîtront plus tard, ils deviennent des bouchers repentis. C'est-à-dire que maintenant, ils militent pour la conservation et des parcs nationaux. Et tout ça va durer. Et tout ça va durer parce qu'il y a un mythe. Et ça, il faut bien se rendre compte, le mythe de l'environnement et des forêts dites primaires. Moi, j'appelle toujours à penser au mot. Le mot primaire, c'est comme le mot ethnie. Ça n'existe que dans les anciennes colonies. Les forêts primaires, elles seraient au sud. Les ethnies, elles seraient au sud. Nous, on aurait des peuples et on aurait des forêts travaillées. Au sud, ils auraient des forêts primaires et des ethnies. Mais c'est fait pour signifier l'infériorité. Ça, c'était le terme ethnique qui a été inventé comme ça. Après, il a été réapproprié. Le mythe de la forêt primaire, c'est l'idée selon laquelle avant, et je dis bien avant, c'est-à-dire que personne n'a jamais défini cet avant. Avant, il y aurait eu des espaces boisés partout. Et plus il y aurait eu de gens, plus ils l'auraient détruit. Mais il faut toujours faire attention, les surnuméraires, c'est toujours les autres. Pour Malthus au XIXe siècle, c'était les pauvres. Lui, il avait 6 gamins. Mais c'était les élites qui devaient se reproduire. Et dans les années 50, c'est devenu le tiers-monde, avec l'idée qu'un tiers-monde libéré, ça serait la destruction des ressources. Et les mythes, par exemple, l'Éthiopie, on dit que la forêt est passée de 40% à 3%. Moi, comme historien, mon job, ça consiste juste à repérer le patient zéro. D'où vient ce chiffre 40 à 3%? Parce qu'il est dans tous les rapports
Là, à la COP 15, ils l'ont encore sorti. 40 à 3%. Al Gore, prix Nobel de la paix, 40 à 3%. Puis là, ça devient drôle. 1997, pareil. 1992 à Rio, pareil. 1972 à Stockholm, pareil. Et 1961, on a le premier rapport. C'est un expert de la FAO qui a discuté avec 2 personnes à Addis Abeba où il était pendant 5 jours. Ces chiffres sont totalement faux. Avec la petite ironie, par contre, ça fait 61 ans qu'on en est à 3%. Ça fait 61 ans qu'il n'y a pas. Et c'est là, par contre, où moi, je ne suis pas d'accord sur le Macaï et Madagascar de manière plus générale. On a les mêmes chiffres. Madagascar, depuis 1920, il est dit que les forêts primaires ont disparu au moins de 80 à 90%. Tous les écologues ont montré que ces chiffres étaient faux, tout simplement parce qu'on ne les avait pas. Et puis, il faut quand même se poser la question la plus simple du monde. Là, l'histoire le montre. Le discours sur l'idée que les habitants dégradent à Madagascar, en Éthiopie, en Indonésie, ça fait 150 ans que c'est le même. Ça fait 150 ans qu'on dit que dans les forêts, ils sont destructeurs. Mais ils vont quand même bien finir par réussir à les détruire alors ou pas, ces forêts? Puisque ça fait 150 ans qu'on les empêche de détruire. Parce que la nature est sur le point de disparaître, mais on a toujours 80% de la biodiversité qui est dans ces zones. Et donc la question c'est, moi c'est pour ça le on, qui protège, qui détruit? Eh ben, les paysans, moi je ne dis pas que les paysans ne détruisent pas, c'est des êtres humains, donc ils exploitent de toutes les manières. Mais, et après j'arrête là, hein, l'idée de tout ça, les 30%, tout ça, c'est juste fait pour rassurer en fait. Bien sûr que c'est rassurant, parce que si la COP 15 était honnête, il dirait on n'a qu'une solution. Soit on va droit dans le mur, le directeur de l'UNESCO l'a dit, hein, on avait fait un pacte de suicide collectif. Mais dit sinon on met des zones en parc. Non. Sinon on met des zones en parc. Non. Sinon on arrête. On arrête ses chemises, on arrête les smartphones, on arrête les ordinateurs, on arrête la consommation. Et là, l'Union européenne vient de voter le OK, alors on ne pourra plus importer. Non, parce qu'ils n'ont pas défini ce qu'était la forêt. Parce qu'en vrai, les exportations vont continuer, parce que notre consommation va continuer. Et notre consommation, c'est les habitants dans les grands centres urbains en Afrique, en Asie, la majeure partie des habitants en Occident. Mais en fait, tout ça, c'est un trompe-l'œil. Les aires protégées de ces populations, tant qu'elles ne sont pas intégrées dans un capitalisme de connexion et mondial, la nature continuera là. Par contre, elle continuera à être exploitée, mais pas détruite. Voilà, je m'arrête là parce qu'on pourrait... Non, mais on a abordé presque la dernière question sur les, sur les solutions. Et on y reviendra justement. Jonathan, si je peux juste. Je vais te relancer, mais vas-y. Je crois que tu n'aurais pas besoin de relancer en fait, on pourrait échanger. Non, globalement, encore une fois, je ne vais pas chercher l'opposition, je suis d'accord avec ce qui est dit. Non, mais c'est vrai en plus. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de parler de choses, je ne vais pas dire qu'ils n'existent plus. Je n'irai pas jusque-là. Évidemment que non. Il y a la destruction globale de notre mode de vie, elle est immense et je ne l'enlève pas. Celle-là, on est tous d'accord là-dessus. Là où je suis encore un petit peu plus nuancé, pardon, hein, mais c'est que ce que je raconte, moi je ne parle pas d'histoire, hein, je ne suis pas historien. Donc... 2017, l'Éthiopie. Oui, 2017 oui. Bon. Et moi, j'ai parlé des BACA 2019. Alors, moi, je vous parle de ce que je vis tous les jours, de ce que nous vivons avec nos équipes, une centaine d'équipes de salariés, de locaux, etc. Ce qu'on voit sur le terrain, alors c'est peut-être pour le coup nous qui sommes une exception. C'est possible. C'est possible que le Macaï soit un territoire particulier ou que certaines zones de Madagascar soient des territoires particuliers. N'empêche que c'est à prendre en considération qu'il y a des territoires sur lesquels, oui, la forêt disparaît. Elle disparaît vraiment, c'est mesurable, si tu peux le voir, et si elle n'est plus là, que font les gens? Ils fuient, en fait, ils se barrent, ils se déplacent dans d'autres endroits, et ils vont potentiellement détruire une autre zone. J'entends bien que ça ne va pas aussi vite, et là je suis d'accord, ça ne va pas aussi vite que ce que les chiffres, ce que beaucoup de marketeurs de l'environnement amènent partout en disant, voilà, 90% de la biodiversité ou du couvert forestier de Madagascar a disparu. C'est pas vrai, ça on le sait, on est complètement d'accord avec ça, et nous aussi on est tout le temps obligé de nuancer un certain nombre de choses qui sont amenées. N'empêche qu'il y a un certain nombre d'écosystèmes qui disparaissent. Je fais une dernière petite nuance aussi, tu as dit, même
quand il y a moins de forêts, comme par hasard, il y a toujours 80% de la biodiversité. Je ne sais plus comment tu as sorti ce chiffre-là tout à l'heure. En fait, il pourrait même y avoir que 10 hectares de forêt. Il pourrait quand même y avoir 80% d'endémisme et tu vois tous ces fameux chiffres de biodiversité. C'est l'idée de dire que la biodiversité mondiale, on dit que 80% se situe dans les peuples, dans les territoires autochtones. C'était ça. Oui. D'accord. Mais justement, je pense Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une petite notion là pour le coup, c'est plus scientifique ou biologique. C'est que la biodiversité, ça veut rien dire. Ça peut être sur un tout petit portion, même sur un centimètre carré de terre, tu vas avoir une biodiversité extraordinaire. La question, c'est pas la biodiversité au final, c'est la densité de population, parce que là aujourd'hui, la biodiversité diminue bien sûr, mais elle diminue pas de manière forcément extraordinaire. Ce qui diminue de manière extraordinaire, c'est les populations. C'est le nombre d'animaux de chacune de ces espèces qui s'effondre. D'accord ? Il y a les deux en fait, mais c'est beaucoup plus encore la quantité d'animaux qui disparaît que la biodiversité. Mais justement, il y avait un peu, c'était presque maintenant une question que je vais un petit peu ouvrir. C'est que depuis tout à l'heure, on parle d'air protégé, mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas tout le temps du même outil. Déjà, on a vu, et c'était un peu l'introduction, si on ne pose pas la bonne question de la forêt, on ne peut pas avoir les bonnes mesures de sa dégradation, ni les bonnes solutions. Et ça, je vous invite vraiment en février à revenir sur cette conférence, sur toute cette notion de forêt. Qu'est-ce qu'une forêt ? Là, cette photo, elle me tenait à cœur. C'est une communauté aux Mayas communauté peuple autochtone, Maya, qui ont créé en fait une aire protégée eux-mêmes. Ils se sont fixés eux-mêmes les règles et qui ont décidé en fait de préserver cette zone d'eau qui est très rare en surface dans la péninsule du Yucatan. Là, on a un type d'aire protégée qui est communautaire, ce qu'ils sont appelés, où les règles sont fixées par les communautés. Mais en fait, moi, ma question, c'est un peu, on parle d'aire protégée, donc mise sous cloche, en gros, on met une forteresse, on met des outils, mais même en France aujourd'hui, dans des aires protégées, on peut faire tout et n'importe quoi. Il y a certaines aires protégées, on peut couper de la forêt, on peut chasser. Est-ce qu'on parle tous de la même aire protégée ? Est-ce que vous parlez beaucoup en Afrique de ces grandes forteresses, mais est-ce que finalement, il n'y a pas cet outil peut pas être utile parfois ? Non, bien sûr, il y a différents types d'aires protégées selon aussi les couleurs de la peau. Donc en France, normalement, comme on est blanc, la majorité d'entre nous, on peut très bien entrer dans les aires protégées, vivre à l'intérieur des aires protégées. Ce type de modèle d'aires protégées a été créé et aussi en Afrique, par contre, s'il y a un projet géré par un blanc, aussi peut être, les règles ils sont un peu différentes. Mais dans la majorité des aires protégées, il faut savoir que la majorité en Afrique, c'est type 1 de la IUCN, c'est la pire, la plus restrictive. Donc on a 6 d'aires protégées de la IUCN. Donc c'est l'institution internationale qui définit ce que c'est une aire protégée. Et cette définition, c'est valide surtout par les pays en Afrique et en Asie qui veulent demander des fonds à l'Union européenne. Donc il doit utiliser une nomenclature internationale. En France, on a des différents types. On a des parcs régionaux qui reprennent à la loi française. Donc c'est différent. Et aussi, comme Guillaume l'a expliqué, les aires protégées en Afrique et en Asie viennent de la période coloniale. Et cette définition vient aussi de la période coloniale. Donc, en Afrique, la majorité des données de la IUCN nous démontrent que les aires protégées sont souvent des premiers types, dont la plus restrictive, et aussi sont gérées souvent par les États. Et ça, c'est le cas aussi en Asie. Mais pas du premier type, on a deuxième et troisième. Et ce type d'activité, vraiment, c'est pas possible, ce type de classification, il n'est pas possible d'avoir des activités à l'intérieur. Donc, après, ces modèles est aussi basés, comme Guillaume l'a expliqué, sur une idée colonialiste. Parce qu'après, qui décide ? Qu'est-ce que c'est possible ou pas ? Avant, on a entendu que recueillir du miel, c'est destructif. C'est qui l'a dit ? Lui. Et donc, moi, je vous pose la question. Moi, je travaille, c'est mon travail, je pars partout et je recueille des témoignages de ce type de choses. J'ai vu des personnes recueillir du miel. Et bien sûr qu'on exploite la nature, mais on ne l'exploite pas pour profit. Donc, les aires protégées, ils sont là, la majorité de ces types, pour nous dire que des activités qui font les personnes tous les jours, recueillir du bois et pour eux, pour faire du feu, c'est destructif. Et c'est qui a fait cette définition ? Donc, pour moi, c'est ça. Et on voit qui a fait la définition, c'est les personnes et les institutions qui ils sont censés être là pour la continuation de l'exploitation des ressources pour profit. Donc, et c'est ça les problèmes, c'est pas l'exploitation. Alors, si moi, je trouve intéressant aussi parce qu'on parle. C'est très dangereux pour moi de dire que moi, je suis pas nuancée. Je pense que c'est très idéologique ce que tu as dit. C'est pas nuancé du tout, parce que toi, tu es en train de nous dire que la seule solution, la seule alternative, c'est les êtres humains. Ils sont toujours destructeurs.
Et moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Les êtres humains, ils savent. Et ce n'est pas une question de vivre en harmonie. C'est quoi l'harmonie? Je n'aime pas aussi ces mots. C'est juste une question des les peuples autochtones, la majorité d'entre eux, ils n'exploitent pas la nature pour profit. Ils exploitent la nature pour manger, pour faire des rituels. Et il y a des preuves scientifiques qui nous démontrent qu'où ils habitent, il y a plus de biodiversité. C'est pas seulement, et c'est sur tous les territoires où ils habitent. Donc c'est pas, il y a plus des animaux. On va vous parler des quantités d'animaux. Où les Maasai ils habitent, il y a plus des lions que n'importe où en Afrique. Et par contre, les Maasai par exemple, ils habitent dans une aire protégée dans laquelle eux ils peuvent vivre. Donc c'est un autre type d'aire protégée qui eux-mêmes ils ont négocié avec les gouvernements coloniaux. Mais les données nous disent que quand il s'agit des gens avec la peau noire, ils décident toujours de faire l'aire protégée la plus restrictive. Et pourquoi? Parce qu'ils sont eux les coupables de la destruction. C'est eux qui vont recueillir du miel, recueillir des bois. Et nous, alors? Pourquoi pas travailler ici pour arrêter tout ça, comme Guillaume le disait? Donc moi, je trouve que oui, les concepts, c'est nuancé. Par contre, les données ne sont pas nuancées. C'est ça les types d'aires protégées qu'on décide de faire chaque fois. Que les gouvernements français financent une aire protégée, que les Allemands financent une aire protégée, ils financent toujours ces types d'aires protégées, en plus militarisées. Parce que maintenant, les gouvernements français financent aussi les gardes du parc, qui protègent ces forêts. Parce qu'il faut le dire, quand on parle d'aires protégées, les aires protégées sont protégées contre la population locale par des gardes armés qui violent, torturent les gens, qui vont recueillir du bois ou recueillir du miel. Donc pour moi, il n'y a pas de nuances dans les données. Et ça, pour moi, c'est clair. Donc tout ça, je peux vous le donner si vous êtes intéressé. On peut vous donner tous les données. Voilà, donc on commence à voir qu'il y a des outils, après il y a leur mode d'application, on débattra, on conclura ensuite, parce que je vois que le temps file finalement, on va reprendre la question un petit peu plus loin après, mais avant, j'aimerais bien, Guillaume, vous entendre sur, quand on avait préparé cette intervention, on a parlé des imaginaires, vous l'avez un petit peu évoqué, cette notion d'imaginaire, cette notion du sauvage, même ce sujet du sauvage en France aujourd'hui aussi commence à faire des frictions. Finalement, cette forêt préservée, primaire, cet idéal qu'on a, ce sauvage, comment vous le voyez, l'interpréter dans l'histoire ou dans l'actualité aujourd'hui? Dans l'actualité, prenez, je regarde la salle, ceux qui ont des enfants, ou en tout cas il y en a qui sont plus jeunes, le roi lion. Prenez le roi lion. Tout le monde sait que c'est en Afrique. Pourtant, il n'est jamais dit que c'est en Afrique. Et dans le roi lion, on a des souverains qui ont été détrônés, mais qui, eux, savent restaurer le cercle de la vie pour empêcher les hyènes de brûler la savane. Je donne cet exemple parce que c'est un collègue historien qui a fait un bouquin où il commence le bouquin en disant il y a un avantage à avoir des enfants, c'est que j'ai pu voir ce film. C'était une blague, je pense, pour ses enfants, mais cette image, elle nous vient d'où? Pourquoi tout le monde sait que c'est en Afrique? Et pourquoi on a un espace vide? Là, tout à l'heure, je l'ai expliqué, aucun parc national en Afrique n'est vide. Les parcs ont été vidés. Cet imaginaire, il nous vient de la fin du 19e siècle. Quand les colons partent et découvrent en Afrique ce qu'ils pensent avoir retrouvé, en fait, cette nature un peu verte, vierge, sauvage, sans homme, et une nature à la fois qui ne peut pas être, puisque à la fois c'est une nature qui aurait toujours été vierge, mais qui est en même temps surpeuplée, qui est intacte, mais qui est en même temps dégradée. Donc, vous voyez, et ce fantasme, ça va être les voyageurs, les récits de voyage. Et donc, c'est la grande presse qui s'en empare fin 19e siècle. C'est Stanley Livingstone, le fameux Dr Livingstone, I presume, où il parle de l'Afrique comme un grand jardin zoologique habité par des habitants destructeurs. Mais après, on a Ernest Hemingway, en 1935. C'est les neiges du Kilimandjaro. Il invente les Big Five, qui sont aujourd'hui sur les billets sud-africains. Donc, c'est le lion, le rhinocéros, le buffle, la girafe, et j'oublie toujours le 5e. Et voilà. Donc, on a les Big Five. Et Hemingway, il parle de l'Afrique comme un paradis féerique sur le point d'être détruit. Karen Blixen, la ferme africaine, elle dit que là-bas, le vieil éléphant et le vieil homme se ressemblent car ils appartiennent au paysage. Ça, c'est la version folklorique. Puis après, on a, alors là c'est dur en France de critiquer Romain Gary, mais on a Romain Gary, les racines du ciel. Alors lui, il est humaniste. Donc lui, il excuse le braconnage. Mais par contre, il dit que la conservation est une affaire d'hommes rassasiés. C'est-à-dire qu'il ne prête pas aux Africains la possibilité d'aimer les éléphants et de ne pas les tuer. Et puis, il y a aussi quelque chose de très basique. Si nous, on se retrouvait en famine, là, je vous garantis que ce n'est pas l'éléphant qu'on irait chasser tout de suite. Parce que pour conserver 1 tonne de viande sans frigo,
Et puis pour réussir à tuer un éléphant, mais Gary, il excuse parce que c'est un humaniste. Et il nous parle de... On est au Tchad, en fait, dans les racines du ciel. Et il nous parle de hordes d'éléphants qui se déplacent par milliers. Mais ils avaient déjà disparu. Il y avait plus de 10 000 éléphants. Il en restait 10 000 dans toute l'Afrique maximum. Et puis après, on a le National Geographic. On a David Attenborough sur la BBC qui nous font découvrir une Afrique et une Asie sans frontières, sans société. Et je vous donne juste l'exemple, le National Geographic. Sur les 101 du National Geographic, où c'est l'Afrique qui est dedans, sur tout le XXe siècle, une seule représente un être humain. Toutes les autres, c'est des animaux. Et où il y a marqué la course pour la vie. Parce qu'en Afrique, c'est les animaux qui courent pour la vie, pas les populations. Et là, l'image qu'on a sur les populations, c'est les Maasai. Les Maasai aujourd'hui, la réserve où ils sont aujourd'hui, il y a un mois, tués à balles réelles. Mais vraiment, ce n'est pas quelque chose de militant de notre part que de dire ça. C'est que, vous voyez, quand je disais on ne peut pas dire les on, etc., c'est vraiment, ok, ça fait peut-être un peu un télo de dire ça, mais il y avait un panafricaniste, Du Bois, fin 19e siècle aux États-Unis, qui disait que si on pouvait faire autant de mal aux Africains et aux Asiatiques, c'est parce qu'ils étaient une tierce chose. C'est-à-dire qu'on était tellement habitués à les considérer comme différents, on ne fait pas du mal à quelqu'un, généralement, dont on se sent proche. Mais quand on considère des gens comme différents, ça peut être des dégâts collatéraux pour la protection de la biodiversité. Mais si c'était nos cousins, nos mères, nos pères, nos enfants, moi les paysans dont je vous parle, c'est en 2017, on les prend et on leur dit maintenant tu vas en ville. Les Maasai, c'est aujourd'hui dans la réserve Mara-Mara, c'est aujourd'hui que des gardes ont des kalachnikovs et leur tirent dessus à balles réelles pour sauver la nature. Ce sont des gens qui ne la dégradent pas. Oui, ils l'utilisent, clairement. Mais on parle de balles réelles. Et là, c'est Human Rights qui l'a montré, c'est Survival qui l'a montré. On a des milliers de femmes violées par des gardes. Parce que quand des associations disent que les déplacements doivent être volontaires, c'est quand même une cécité de convenance. On parle d'État autoritaire. Les paysans en Éthiopie, volontaire, ça veut dire un papier, tu mets une croix. Est-ce que tu es volontaire pour partir ou non? Pour eux, le fait que l'État leur demande de partir, la notion même de volontariat n'existe pas. Et l'UICN répondra, et je parle de l'UICN, pas d'une association comme la tienne, effectivement, on parle de l'UICN, ceux qui décident. Nous, on est là, on n'est pas à la COP 15 à Montréal en train de décider des critères. Macron non plus, il est au Qatar. Non, de toute façon, oui, en plus. Mais on parle, en fait, c'est ce que je veux dire, les dégâts sociaux, et sachant qu'une aire protégée, écologiquement, sauf si, tu vois, comme tu disais, parce que tu n'en as pas parlé, donc ça veut dire, je pense qu'il n'y a pas le tourisme. Faisons le calcul écologique d'une aire protégée. Quand un randonneur vient, 90% des aires protégées du Sud, qui sont que des aires 1, avec la restriction, dans les Cévennes, il y a des paysans. Seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'avoir un panneau solaire sur sa bergerie. C'est contraire à la charte paysagère du parc national. Mais par contre, dans les Cévennes, on peut tuer des sangliers. Le parc appelle même les chasseurs, parce qu'il y a trop de sangliers, il faut les tuer. Mais là, on parle de gens, vraiment, qui se font, en fait, c'est tout, qui se font tuer. Et le simple même, quand un expert vient, quand un randonneur vient, il aura des bâtons d'aluminium pour la rando ou pour la tente, c'est de la bauxite. Il aura une veste en Gore-Tex, il fait froid dans la montagne, résidu de pétrole. Il aura la polaire. Non, c'est la polaire qui est résidu de pétrole, le Gore-Tex du téflon. Il aura son smartphone et il aura dépensé 0,5 tonnes de CO2 pour visiter l'aire protégée. Un touriste qui visite une aire protégée en Afrique, c'est l'équivalent de détruire dans le monde les ressources qui sont mises en parc là-bas. Et on a expulsé des gens parce que ça va sauver la nature. C'est plus ça l'incohérence en fait de la chose. Mais c'est un peu là pour conclure, avant qu'on puisse vous donner la parole, poser vos questions, parce que c'est passionnant. Justement, finalement, la vraie question, c'était de dire, bon, les forêts, 10 millions de forêts disparaissent quand même dans le monde. Ça, c'est un fait aussi, c'est scientifique, on peut le voir par les images satellites. 420 millions en 20 ans, 10 ans, je ne sais plus, c'était 20 ans. C'est énorme, le rythme. Et donc, c'est aussi des habitats de peuples autochtones qui disparaissent, notamment au Brésil. Et donc, c'est quoi la solution? Déjà, d'où vient le problème? Donc là, je vais vous laisser la question ouverte. Vous clôturez chacun votre tour, en essayant de ne pas trop prendre de temps. Et d'où vient le problème et quelles sont les solutions que vous voulez recommander pour nous, en tant que finalement occidentaux qui utilisons beaucoup de ressources
avons un impact, ce qu'on appelle la déforestation importée. Vous l'avez un petit peu abordé. Et finalement, peut-être reconclure un peu sur cette nuance, il y a des outils très stricts qui finalement expulsent les gens, voire même exacerbent, comme les Baka pygmées au Congo, au Gabon, exacerbent les tensions entre ce qu'on nous on dit ethnie, mais là-bas, les populations. Et puis voilà, quelle est la solution selon vous là, pour que maintenant, demain, on stoppe cette déforestation et on préserve quand même ces forêts? La question est un peu dure. Je prends juste la parole pour commencer. Je pense qu'il n'y a pas une solution. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il y en a une multitude. Ce qui est certain, c'est qu'il faut d'abord se pencher sur la menace. Enfin, déjà, existe-t-elle ? Et ensuite, quelle est cette menace-là et répondre à celle-ci. Je vais juste, moi, parler, encore une fois, je ne veux pas m'échapper sur l'Éthiopie ou quelque chose, je ne connais absolument rien de tout ça. Moi, je suis spécialiste de 2 zones. Le sud-est de Madagascar et le sud-ouest de Madagascar et le sud-est de l'île de Sulawesi en Indonésie. La quête est la même chez nous, c'est essayer de protéger la biodiversité et de faire en sorte que les communautés alentours vivent le plus longtemps possible, le mieux possible avec cet environnement. C'est juste ça notre mission. Eh bien, ça a beau être la même mission en Indonésie ou à Madagascar, c'est pas du tout la même réponse qu'on a d'un côté ou de l'autre. En l'occurrence, pour Madagascar, si on pouvait, je préférerais qu'il n'y ait pas d'aire protégée, très clairement. Parce que la menace, si je puis dire, voilà, elle vient effectivement de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un mode de vie, entre guillemets, qui, pour le coup, est quasi à chaque action destructeur. J'insiste là-dessus, et c'est peut-être une exception. Je suis d'accord, c'est possible. Mais dans notre cas, il s'agit de ce qu'on appelle une pyromanie culturelle. C'est-à-dire que tu vois des enfants le matin dans un village, et encore une fois, je dis ça, vous allez peut-être me prendre pour quelqu'un qui leur reproche. Je ne leur reproche pas, c'est un constat, tout comme tu constates des chiffres, enfin voilà. Le constat, tout comme vous voyez qu'il y a des gardes forestiers qui ont violé des femmes, etc. Moi, le constat que je fais dans cette zone-là, c'est que vous avez des enfants, ou de n'importe quel âge, mais là, je prends cet exemple-là, cette anecdote que j'ai vue il y a quelques mois seulement. Dans un village, tu te lèves à 6h du matin, c'est le lever du jour, les enfants, tout le monde est levé, ils sont plus ou moins déjà tous au champ. Tu as des enfants de 4, 5, 6 ans, 8 ans, machin, qui sont en train de brûler un arbre dans le village, qui est grosso modo le dernier arbre qui reste, quoi, le tamarinier du coin, l'arbre à palabre qu'on a imaginé comme étant... Tu as raison, il y a un imaginaire. On le voit comme un truc merveilleux que tout le monde va protéger parce que... Non, en fait, pas du tout. Si on peut le brûler, comme l'arbre d'à côté, on va le brûler aussi. Et il y a une habitude. Tout le monde voit ça et ça pose problème à personne. Et comme à Madagascar, j'insiste encore une fois sur la localisation. C'est important de ne pas mettre tout le monde dans tous les œufs dans le même panier. À Madagascar, il y a le culte des ancêtres. Ce culte des ancêtres fait que les actions qui ont été menées par les anciens, le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère, le machin, toutes ces actions vont être reproduites, y compris des actions qui vont leur être négatives à la fin. Et là, je vais préciser mon propos. On disait tout à l'heure, est-ce que vraiment la forêt disparaît ? Les enquêtes qu'on a menées dans le Macaï nous ont prouvé qu'il y a 60 ans seulement, ces villages se sont créés. Les gens se sont sédentarisés il y a une 60aine d'années autour du Macaï. Il y a 60 ans, quand ils ont créé leur village, il y avait de la forêt là où il y avait les villages. Et maintenant, il faut marcher au moins 20 km pour trouver une vraie forêt qui ne se tienne pas 3 bosquets d'arbres, mais une forêt, dans le sens... Bon, encore une fois, la définition est un peu compliquée. Mais pour vous dire que, mine de rien, le fait d'avoir sédentarisé des gens, de s'être habitué à grignoter, fait qu'à un moment donné, il y a tellement plus de forêt qu'il n'y a plus de précipitation. Comme il n'y a plus de précipitation, il n'y a plus d'eau dans la rivière, et comme il n'y a plus d'eau dans la rivière, ils ne peuvent plus alimenter leur rizière. Résultat, ils sont en période de famine de plus en plus souvent, pendant de plus en plus longtemps, etc. Et résultat, qu'est-ce qui se passe quand nos rizières elles ne donnent plus ? Eh bien, on n'a pas d'autre choix que d'aller dans la forêt pour prélever les animaux, ce que je disais tout à l'heure. C'est une sorte de cercle qui n'en finit pas d'être dégradant, je dirais, et pour les communautés, pour leur propre vie, puisque leur futur est affecté, et pour l'écosystème. Mais
Ça, c'est le cas du Macaï. J'insiste, c'est un cas peut-être spécial. Je prends l'autre territoire sur lequel on travaille. Rien à voir. On a des communautés locales qui ont été, je ne vais pas dire expropriées, mais pas du tout par de la protection de la nature, qui ont été expropriées de manière politique. Ils appelaient ça les transmigrations ou transnationalisations en Indonésie. Ils ont décidé, pour des questions ethniques, justement, pour des questions religieuses notamment, comme ils ont 17 500 îles en Indonésie, et que chacun a sa culture, sa religion, son machin, ils ont eu peur que ça crée des conflits internes, des guerres internes. Et donc, ils ont préféré mixer tout le monde, déplacer des gens d'île en île, pour que les cultures soient broyées, en quelque sorte, qu'il n'y ait plus d'identité culturelle. Ce qui fait que dans certains territoires, et notamment là où on travaille, il n'y a plus d'autochtones. Ils sont plus là, ils sont minoritaires maintenant. Et n'ayant plus d'autochtones, il n'y a plus de personnes qui connaissent la forêt. Et il n'y a plus personne qui apprécie cette forêt et qui se l'approprie d'une certaine manière, tu vois, qui en soit fier, qui en soit amoureux, en quelque sorte. Enfin, ça, c'est un peu ma manière de voir les choses, mais de dire qui s'attache à cette forêt. Donc, quand vous avez une compagnie minière, vous avez une compagnie agroalimentaire, vous avez une compagnie forestière, etc., qui arrive, mais elle peut faire ce qu'elle veut. Et elle dégomme absolument tout. Et on ne va pas me dire que ça va être au bénéfice de la communauté. Non, là, c'est sûr. Ça défonce tout, et ça défonce même pas seulement la forêt. Ça va finir par avoir des impacts aussi sur les habitants qui vivent au bord de la mer, parce que tous les intrants, les pesticides, les machins finissent par arriver sur la mer, finissent par changer complètement l'écosystème et faire en sorte que ça détruise absolument tout. Là, dans ce cas-là, une aire protégée me semble la seule possibilité. Alors après, à voir laquelle, quel niveau, quel machin, on n'en est même pas encore là aujourd'hui. On n'est pas en train de définir quelle catégorie d'aire protégée. On est juste en train de dire il faut une délimitation administrative pour que une compagnie minière n'ait plus le droit, une compagnie de ciment, de machin, n'ait plus le droit d'aller détruire un écosystème qui, lui, est indispensable pour la survie de milliers, de centaines de milliers de personnes qui habitent en contrebas et qui ont besoin de l'eau que ce massif produit, etc. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour uniquement protéger la nature en elle-même. On essaye de protéger le bien commun qui permet à des gens de vivre là et de vivre bien. Or, si on ne met pas d'air protégé à cet endroit-là, si on laisse une compagnie, et notamment en ce moment, c'est le nickel qui est une calamité, c'est peut-être le pire fléau que la Terre ait jamais vu actuellement, ce qui se passe. Et ça explose en plus à cause des bagnoles électriques et de nos smartphones et de nos ordinateurs, etc. Il y a une demande exponentielle. Et comme par hasard, manque de bol pour nous, 50% des ressources en nickel se trouvent à Sulawesi. Des ressources mondiales se trouvent à Sulawesi, et en particulier sur le sud-est de Sulawesi, c'est-à-dire là où on bosse. Mais il y a bien un moment où il faut faire quelque chose, sinon tout ça, c'est mort. Et c'est mort pour des milliers de gens, des millions de gens même. Donc là, on voit qu'il y a un autre type de menace. Et Guillaume, vous disiez les t-shirts, les smartphones. Finalement, là, on voit qu'une menace, c'est la production de mines, l'agroalimentaire, l'huile de palme, notamment en Indonésie. Finalement, qu'est-ce qui détruit vraiment ces forêts? Et est-ce qu'on n'en est pas un peu responsable? Alors, je fais en très court pour que Fiora puisse répondre après. Pour moi, j'ai juste... Voilà, on sait, tout est détruit, etc. Moi, je dirais un peu 4 éléments. La première, c'est qu'il faut reconnaître les erreurs commises. Moi, j'attendrai que l'UICN, le WWF, l'UNESCO, qu'ils le disent. On s'est gouré. C'est pas très difficile de reconnaître qu'on s'est trompé. On pourrait dire, c'est vrai qu'on a un imaginaire totalement fantasmé de l'Afrique et de l'Asie. Et c'est vrai que c'est peut-être bête de dire que dans les Cévennes, la valeur du patrimoine, c'est l'agropastoralisme, quand sur le même site internet et dans la même commission, on dit que dans le Sémien en Éthiopie, ce qui menace, c'est l'agropastoralisme. À un moment, ils peuvent aussi juste reconnaître l'erreur. Ça amènerait à une meilleure chose, faire des études véritablement localisées. Qu'on comprenne que la dendrochronologie, la palynologie et les photographies aériennes sont les seuls moyens, par exemple, pour étudier la disparition du couvert forestier. Et si on faisait des études localisées, si les scientifiques payés par les institutions internationales faisaient des études localisées, on verrait que les hauts plateaux éthiopiens, c'est pas la même chose que les basses terres somaliennes. On verrait que le bassin du Congo, c'est pas la même chose que les terres de République centrafricaine. En fait, on ferait là-bas comme on fait en Europe. Comprendre qu'on ne peut pas gérer l'est de la France comme le nord de la Roumanie. Voilà.
Et si on faisait ça, si on avait des études vraiment localisées, on admettrait l'aspect dynamique des écologies. Dans le Sahara, dans le Sahel, on sait que si les plantes du désert ne sont pas broutées, pâturées et brûlées, elles ne survivront pas. En revanche, on sait qu'en Éthiopie, l'eucalyptus, il ne faut pas aller trop le replanter parce que ça assèche les sols. On sait que la Grande Muraille Verte, c'est super, ils auront mis 14 ans à le reconnaître, on sait qu'un arbre dans le désert, ça ne pousse que si ça assèche les nappes phréatiques, donc c'est-à-dire les pasteurs qui n'ont plus d'eau dans les puits. Si on reconnaissait, si on avait des études localisées, on aurait cette dynamique. Et cette dynamique, ça serait le troisième point, eh ben, ça montre qu'on a des coévolutions avec les humains, ce que disait Fior sur les Baka au Congo, par exemple, pour cet exemple du manioc. Et ben, si on reconnaît le rôle des humains, eh ben, ça forcerait enfin à se poser la bonne question, c'est-à-dire la quatrième. Moi, je ne suis pas d'accord sur, oui, les gens peuvent détruire, mais ce n'est pas la destruction du moment. On n'a pas le choix, on va exploiter. Mais pour moi, si on se posait la vraie question, qui détruit, eh ben là, on serait obligé d'avoir cette fois-ci la vraie solution. C'est-à-dire que le problème, ça ne sera jamais, ça n'est pas l'idéal, mais ça ne sera jamais ceux qui vivent d'une agriculture de subsistance. Le problème, qu'on soit de droite ou de gauche, c'est le capitalisme et le consumérisme. Et c'est là, je pense, où nos avis divergent. C'est que pour moi, quand tu donnes l'exemple de cette mine pour le nickel, pour moi, la solution, ce n'est pas les protéger, c'est l'interdiction pure et simple de l'extraction du nickel. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça. Mais je pense, voilà, au moins, si la COP 15, on sait déjà quel va être le résultat, mais je laisse la parole. Tu sais bien que c'est pas possible. Tu interdiras jamais les mines de nickel. Ben pourquoi si les gens, à la place de faire des aires protégées, se focaliser sur ça, en fait, notre campagne, c'est une campagne, la lutte, ça doit être politique et ça doit être... Oui, et ça doit être systémique. Ça ne va pas être un spécialiste, un individu qui nous va donner une solution tombée du ciel. Non, il faut vraiment changer la manière dans laquelle nous consommons et nous produisons. La première chose pour nous, c'est de partir de ce qu'on a. On sait que les territoires des peuples autochtones ont reconnaître leur droit à la terre, à la place de créer une aire protégée dans laquelle c'est des ONG ou des spécialistes et des experts qui la gèrent, on donne la terre aux personnes. On ne l'explique pas comment faire. Moi, je pense que si on ne change pas notre imaginaire colonial, par exemple, c'est vraiment intéressant de vous écouter parler avec un langage de la période coloniale, le mythe de la pyromanie culturelle. Je doute que des personnes les prennent des feux aux arbres parce qu'ils aiment bien avoir brûlé l'arbre. Donc, la forêt vide sont des langages qui viennent de la période coloniale. Bon, si à la place de faire ça, on dit aux gens, on vous fait... Nous, qu'est-ce qu'on a à dire à ces personnes-là? On a tout détruit, donc on reconnaît qu'on s'est trompé. Simplement, on les laisse un peu, on les demande qu'est-ce que vous avez besoin pour conserver votre milieu où vous vivez, votre terre, qu'est-ce que nous, on peut faire pour vous? On va vous dire, comme on nous dit souvent, nous, on n'a aucun droit à la terre. Donc, on les aide à délimiter leur territoire, ce que Survival fait avec des lobbying au gouvernement. Et donc, en tant que peuple collectif, ils ont le droit à la terre. Et prouvé par science, donnée de la FAO, par des personnes très radicales, donc une agence des Nations Unies, que quand les peuples autochtones ont droit à la terre en tant que communauté, il y a moins de déforestation à l'intérieur. C'est des données scientifiques, hein. Ce n'est pas moi qui les a fait. Donc, on sait que quand les gens se sentent impliqués dans un territoire, que c'est leur territoire à eux, ils les protègent. Et on n'a pas besoin de créer une aire naturelle, je ne sais pas quoi. C'est leur terre, et eux, ils habitent comme ça, ils vont la protéger. Donc, reconnaissance des droits territoriaux des peuples autochtones. Et deuxième, regardez en face la vérité. Le problème, c'est ici, c'est nous. Nous, on n'a pas besoin d'aller en Indonésie ou en Afrique, je ne sais pas, d'autres endroits en Asie, en Afrique, pour les expliquer comment ne pas brûler la forêt. Il faut être ici, l'action politique, c'est ici. Ensemble, nous devons changer ce modèle-là. Nous devons demander au gouvernement de mettre une loi. Non, cet écosystème, c'est important pour nous. Cet écosystème, c'est important, c'est mignon, il y a des éléphants. Par contre, là-bas, vous pouvez bien déforester. Non. La destruction, c'est destruction partout. N'importe où. Parce que là où nous pensons que ce n'est pas important, peut-être que c'est la maison de quelqu'un. Donc, il faut, ce type de logique a fait ci, qui est, par exemple, aujourd'hui, on parle de protection de la nature avec des compensations de biodiversité, compensations carbone. Total, pour très bien continuer à faire ce qu'ils font, à détruire l'Afrique, et en même temps, vont planter des arbres pour vous dire qu'ils sont en train de protéger la nature. Non, la législation devrait dire, Total, il ne peut simplement pas détruire ces forêts, c'est tout. Mais ça ne s'oppose pas, tout ça, Fiore. Ça ne s'oppose pas. Oui, ça s'y oppose parce que ça divers l'attention
Non, ça s'oppose pas, je suis pas d'accord. Moi, je suis archi d'accord avec toi, j'ai envie de me battre contre Total, j'ai envie de me battre contre tout le monde, et il y en a plein, tout le monde est d'accord avec toi sur le fait qu'il faut qu'on change ce modèle, il faut qu'on change notre manière de nous habiller, de nous nourrir, etc. Mais le temps de changer... On peut... Parce que là, nous, elle n'avait pas fini, et après, parce que là, Pardon, nous, je on pourrait croyais que- débattre tous les deux droits pendant En fait, 3 heures. Mais non, mais c'est que elle n'avait pas fini. Et on pose des questions. Puis... Oui, c'est juste oui, pour vous inviter. Oui, c'est dans la modalité. Bon. 2 Bon. minutes, hein. Oui, j'ai juste la fin. Donc, c'est ce type de problématique qui pour nous représente un problème. Donc, avant tout, et avant de continuer à parler, il faut décoloniser nos pensées, nos imaginaires, à penser à partir de nous, qu'est-ce qui nous on fait mal. Et je pense qu'il y a plein de réponses, ils vont être là. Donc, avoir l'humilité de se questionner en tant que nous avons fait ça. Nous avons doublé, aujourd'hui, quasiment 17% de la surface en tant qu'aire protégée, 17%. Et quand même, la biodiversité continue à décliner à des rythmes terribles. Donc ça, clairement, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce que ça pour marcher? Avant tout, c'est poser des questions essentielles. C'est la première partie pour décoloniser notre pensée et la protection de la nature. Merci. Donc, à cette question ou cette solution qui aurait pu paraître simple, on voit que c'est tout de suite complexe. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Des sujets que vous voulez approfondir? Donc, parfait. J'avais une question, en fait, moi je me suis intéressé un peu des fois aux questions d'agriculture, et notamment il y a une dizaine d'années je me suis intéressé à la permaculture, et par exemple la permaculture en fait c'est un terme comme ça qui est très à la mode maintenant. En fait c'est juste, moi ce qui m'a intéressé là-dedans c'est juste de découvrir qu'il y avait en fait tous ces gens qui avaient déjà plein de connaissances, et la permaculture en fait c'est juste un agglomérat de connaissances les 3/4 du temps qui viennent des peuples autochtones, ou en tout cas de ces gens qui sont au contact direct de la nature. Donc effectivement je comprends pas trop le coup de l'arbre brûlé, mais il faudrait peut-être aller un peu plus loin pour voir si le brûlis n'a pas un sens là-bas dans le système écologique qui est celui-là que je ne connais pas, donc je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Et d'autre part, je regardais rapidement pendant le débat l'association qui est la vôtre Nature Évolution, et je vois que dans vos partenaires, on a Maison du Monde, on a Belle, qui est donc Kiri, tout ce genre de choses-là. On a Douce Nature. Alors en fait, moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on arrive, en montant une association comme celle-ci, à avoir de la légitimité et de la liberté quand on a ce genre de partenaire? Alors là, la liberté, je peux vous répondre tout de suite, elle est totale. Personne nous s'emmerde. Personne nous dit ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire. Par exemple, Douce Nature, qui fait du shampoing, des choses comme ça, aime beaucoup, par exemple, les extraits de vanille qui sont produits à Madagascar. Ah non, mais après, j'ai pas dit que parce qu'ils étaient partenaires, on les soutient et on adore ce qu'ils font, etc. Il n'y a rien de tout ça. Le fait est que, je ne sais pas si tu as déjà travaillé dans une association environnementale. Bah, va trouver de l'argent dans une association environnementale. Eh ben, tu as bien de la chance, mais nous, pour... Eh bien, sans doute, ouais. Mais nous, on essaye de le faire bien aussi. Je peux te dire qu'on travaille nuit et jour et on essaye de trouver des fonds, mais c'est extrêmement difficile de trouver des fonds pour développer un potager dans un village, pour construire une école dans un village, pour mettre un rucher en place dans un village, pour différentes choses. C'est pas facile du tout. Tu vois, à l'époque, je faisais des films, je faisais des expéditions scientifiques notamment. C'était beaucoup plus facile de trouver des fonds pour une expédition scientifique. Pourquoi? Parce que tu avais un partenaire qui pouvait afficher sur une montgolfière, sur une tente, sur un truc, son logo, son truc. Mais un rucher, le partenaire, il ne peut pas s'afficher. Puis aujourd'hui, on n'a plus ce sponsoring, ce truc-là. Donc, on est obligé, oui, obligé. J'insiste, c'est pas on n'apprécie pas spécialement de devoir s'associer à des entreprises dont avec lesquelles on n'est pas fan, tu vois, on n'apprécie pas ce qu'ils font. Mais ok, bah sinon, nous, on reste chez nous, puis on va faire un métier qui n'apportera pour le coup pas grand-chose à l'avenir de nos enfants. En tout cas, moi, je vais insister sur un truc. Je suis pas un... J'ai pas de dogme, j'ai pas de conviction sur une aire protégée. Tu vois, je me retrouve avec cette posture-là ce soir, mais c'est pas mon rôle de dire il faut une aire protégée. Et je le dirai pas. J'ai pas dit ça depuis tout à l'heure, sauf sur
l'idée qui est qu'il y a des concessions minières, pétrolières, tout ce que tu veux, de cimenterie, de trucs qui attaquent un territoire. Il me semble qu'en premier lieu, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure à Fiore que ça ne s'oppose pas, je ne suis pas d'accord avec Total, je ne suis pas d'accord avec tout ça et j'ai envie que toute notre société change, oui, mais vous êtes d'accord que ça ne change pas. Elle ne bouge pas, cette société. Elle n'évolue pas. Ou en tout cas, elle évolue, mais à une vitesse qui n'est pas du tout en rapport avec les enjeux. Et donc, il me semble qu'il y a dans certains cas des niveaux d'urgence tels que ça mérite qu'il y ait à un moment donné un périmètre qu'on appelle une aire protégée. Ceci dit, et là je suis encore une fois, je nuance et je suis d'accord avec Fiore, l'idée c'est qu'il ne faut pas que les communautés soient chassées de ce territoire-là. Et là, je m'inscris, encore une fois, enfin, je me dédouane un petit peu. Et je ne voudrais pas être associé à toutes ces histoires-là qui ont pu être du VVF et autres. C'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cible des écosystèmes qui sont extrêmement reculés. Des écosystèmes dans lesquels il n'y a pas d'humains, entre guillemets, d'accord, ou alors il va y avoir des passages extrêmement courts. En façon, Voilà. il suffit de regarder le documentaire du Macaï. Vous ne rentrez pas dans ce Macaï, Voilà, c'est un labyrinthe, c'est incroyable. Mais peut-être, est-ce qu'il y a déjà, il y a une autre question parce que je vois que le temps file. Oui. Mais moi, en fait, j'ai quand même entendu que vous étiez assez d'accord et c'était notamment sur la définition du besoin. En fait, repartir du besoin des populations et après une question d'outils. Il y aura 2 questions. Bonsoir. Du coup, désolé, c'est encore une question pour Nature Évolution. Mais moi, c'est plus une question de légitimité. Enfin, comment est-ce que vous justifiez que ça soit vous, enfin, à vous de vous emparer de ces questions-là et de ne pas laisser en fait, les acteurs locaux gérer en fait, leurs propres problèmes d'un terrain qu'ils connaissent peut-être mieux que vous? Et aussi, est-ce que c'est pas du coup un peu paradoxal de se rendre à Madagascar ou en Indonésie en avion pour expliquer à des gens comment est-ce qu'on va préserver leur nature alors que on la connaît pas, quoi? Ouais, mais j'entends tout à fait la question. On me l'a posée des dizaines de fois et je me la pose tous les jours. Honnêtement, depuis longtemps, je me la pose. C'est pas une question à laquelle on peut répondre facilement d'ailleurs. Tout ce que je peux dire, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à ce territoire du Macaï, je n'y suis pas allé dans l'idée de le protéger. J'y suis allé d'abord dans l'idée de l'explorer. C'était mon métier initial, explorateur, aventurier, machin. J'allais dans les coins où personne n'allait, etc. Et je me régalais de ça, et voilà, c'était très bien. Quand j'en parlais au ministère, quand j'en parlais à n'importe qui, personne n'avait jamais entendu parler du Macaï. Personne ne savait où ça se situait. Personne ne savait qu'il y avait éventuellement une biodiversité exceptionnelle. Et même moi, je ne le savais pas à l'époque. Tout ce que je savais, c'était une photo, un petit clip vidéo que j'avais vu sur les lieux, etc. Donc, j'y suis pas allé dans cette posture-là, d'accord, initialement. Puis j'ai exploré ces lieux-là, et puis je me suis aperçu que cette mythologie, quelque part, qui m'avait dit oh, c'est un endroit préservé, complètement préservé des hommes, une forêt primaire, etc. En fait, ça n'existait pas. Que aussi loin qu'on ait pu aller dans les canyons de ce truc-là, il y avait quand même des traces de dégradation, de feu, de braconnage, il y avait des pièges, il y avait voilà, diverses choses comme ça. Et j'avoue que j'ai été alimenté, moi, par toute cette imaginaire de Attenborough, de Hulot, de tout ce qu'on veut. Depuis que je suis petit, je suis né dans cet univers-là, forcément. Et donc, j'avais fantasmé l'idée qu'il pouvait y avoir des mondes perdus. D'ailleurs, j'avais même, à l'époque, créé un projet qui s'appelait Les Mondes Perdus. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait. Oui, c'est ça, Lost Worlds. Et cette idée, c'était de se dire, il doit y avoir encore des coins comme ça du monde où personne n'a jamais rien fait, rien détruit, etc. Et puis je suis arrivé dans ce fameux Macaï, j'étais sûr que c'était l'archétype, enfin le modèle. Et puis boum, je m'aperçois qu'en fait non, il y a plein de dégradations, il y a beaucoup de choses qui étaient dures et que j'ai pris en pleine tronche. Et ça me sont revenus tous les milliers d'articles que j'avais lus depuis tout petit et qui m'angoissaient. On parle, comment on appelle ça, d'éco-anxiété. Je pense que je faisais partie de ces gens-là déjà il y a 40 ans, en considérant qu'on s'intéressait à la nature toujours au moment où elle était au bord de l'extinction. Tu sais, on entend souvent... les lions vont bientôt disparaître, les éléphants vont bientôt disparaître, les machins, telle espèce d'arbre, telle forêt va disparaître, etc. Et moi, je me suis dit, simplement, c'est ça ma posture initiale, c'était, est-ce qu'un jour, l'homme, nous, peut être capable de protéger, de préserver un espace avant
d'y voir en lui un intérêt économique, une nécessité d'attraction touristique, enfin n'importe quoi. Juste le protéger parce qu'il existe. Tu vois, parce qu'il est vivant et parce que c'est absolument indispensable. C'est juste, même philosophiquement, même si pour toi ça ne te sert à rien, c'est tellement génial la vie que ça me paraît aberrant de la détruire. Bon. Ensuite, on s'est simplement posé la question, est-ce qu'il y a des gens, localement, qui se rendent compte de cette destruction? Et c'est là où tout à coup tu t'aperçois, franchement on s'est pas précipité. Hein. Moi j'ai mis je sais pas combien d'années avant de savoir ce qu'il fallait faire, comment on allait le faire. On a interrogé des milliers de gens à force de faire ces parcours, de rencontrer tout un tas de personnes, etc. Je vais dire quelque chose qui est politiquement incorrect, je suis désolé, mais localement, à cet endroit-là, j'insiste, je précise, je ne veux pas m'avancer sur trop d'autres zones, il n'y avait pas, à l'époque, de conscience de la dégradation de l'écosystème dans lequel ils vivaient, enfin de l'environnement. Et donc, il y avait une dégradation permanente qui était naturelle, qui était complètement entrée dans les comportements, etc., et qui est toujours encore ancrée. Ouais, pardon, il faut que j'aille un petit peu plus vite. Mais juste pour t'expliquer que je ne suis pas né en me disant je vais amener ma solution. J'en avais aucune idée. Franchement, je me suis retourné le cerveau. On a discuté avec plein de chercheurs. On a discuté avec les locaux. On a discuté avec tout le monde. On a dit quels sont les besoins, quels sont les problèmes, et on a essayé de répondre à tous les enjeux des communautés locales. Est-ce qu'il y a un problème sur l'éducation? Est-ce qu'il y a c'est-à-dire un taux de scolarisation existant ou pas? Est-ce qu'il y a des soins? Est-ce qu'ils ont accès à des soins? Est-ce qu'ils ont accès à l'eau? Est-ce qu'ils ont accès à la nourriture? Voilà. Et on a essayé de répondre d'abord à ça, c'est-à-dire à leurs besoins, les besoins des populations locales. C'est pour ça que je me distingue quand même pas mal de cette idée de protéger la nature. Nous, au départ, on voulait protéger la nature, mais on s'est très vite rendu compte que si on n'améliorait pas, entre guillemets, les conditions notamment de survie alimentaire, de souveraineté alimentaire des communautés, en fait, on pourrait mettre des milliards sur le Macaï, on n'arriverait jamais à le protéger. Et qu'il fallait d'abord que les gens aient tout ce qu'il leur faut pour vivre correctement, et qu'en plus, ils voient dans la forêt autre chose que quelque chose à prélever, quelque chose à détruire. Mais encore une fois, c'est juste le Macaï. Oui, moi j'avais une question. D'abord, merci pour le débat qui est riche. Hein. Je pense que la contradiction amène toujours des solutions que chacun peut trouver ensuite en soi et dans ses convictions. Le thème, c'est un peu la forêt, le champ de la forêt. Je vois qu'en France, par exemple, on plante des forêts, mais qui sont exploitables financièrement pour une autogestion et un autofinancement. Et ma question, c'est, dans le monde, je pense au Brésil, qu'actuellement, il y a beaucoup de parties de forêt qui ont été détruites, mais comme ailleurs. Est-ce que le but, ce n'est pas de détruire la forêt primaire? Alors, je ne sais pas si la forêt primaire peut se reproduire, parce que j'avais entendu qu'elle ne pouvait pas se reproduire. Une fois qu'elle était détruite, elle est vraiment détruite. Donc après, on est arrivé plutôt sur une forêt secondaire, voire tertiaire. Mais quel type de forêt qu'on pourrait reconstituer pour remettre de la biodiversité autrement qu'une biodiversité financière? Il y a un site, alors moi je ne sais pas trop ce que ça vaut, il y a un navigateur Ecosia ou Ecosia, je ne sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que par exemple ce type de navigateur, est-ce que ça remet vraiment de la forêt pour la reconstituer dans la biodiversité, ou est-ce que ça met de la forêt pour l'exploiter financièrement? Moi quand je vais dans les Vosges, je vois que des pins, alors je vais bien croire qu'on est en montagne. Est-ce qu'avant il n'y avait que des pins avant? Ce serait bien d'interroger peut-être les grands-mères ou les arrière-grands-mères s'il y en a encore, enfin en tout cas de savoir comment cette forêt-là existait avant une exploitation par l'ONF. Et quand je vois qu'il y a des gens de l'ONF qui se suicident parce qu'ils n'arrivent plus à exercer leur métier, alors qu'en France on est super consommateurs, j'imagine qu'ailleurs il peut y avoir ce même type de comportement. Voilà, merci. C'est une très bonne question. En fait, toutes les conférences ont été construites sur ces questions-là. En fait, c'était la conférence qu'on aurait dû faire il y a un mois, qu'on refera en janvier. C'est faut-il planter des arbres pour les préserver? Et donc, ça pose la question de est-ce qu'une forêt, c'est juste des arbres qu'on plante? Et non, clairement. Je m'avance sur la conférence qu'on fera en juin, mais c'est beaucoup plus complexe et on n'a pas forcément besoin de planter des arbres pour gérer des forêts, les préserver et les garder. Et forcément, ça peut avoir des conséquences. Vous parliez des Vosges ou du Morvan, d'industrialisation et tout ça. Et ce qui se passe aussi au Brésil ou dans plein d'autres pays, ou même l'huile de palme, ou même l'EVA ou le boom de l'EVA au Cameroun, au Cambodge.
on détruit des forêts pour mettre des arbres, une monoculture à usage, une commodité en fait qu'on a besoin. Et ça aussi, c'est une cause. Et justement, peut-être pour essayer de conclure, et vous l'avez très bien souligné. Ah, il y a encore une question. Ah, ça. On a encore un peu. Oui, on a encore. Merci, merci pour le débat. Et en fait, moi, c'est plus une remarque qu'une question, parce que je suis allée faire un tour à l'Université de la Terre il y a quelques semaines à l'UNESCO, et en rentrant, je me suis dit, c'est un peu la limite des tables rondes finalement, où tout le monde est autour de la table avec un super casting, et finalement tout le monde est d'accord. Donc du coup, je salue la qualité du débat ce soir et du casting aussi que vous proposez. Ça me pose quand même une question, mais que je ne vous pose pas directement, mais ça me pose une question qui est, parce que du coup, on voit quand même, pas de l'animosité, mais on voit on est des sanguins, et du coup, on réagit. Et moi, ça me pose la question, à l'heure de l'urgence quand même, de notre capacité, qui est une vraie question, à coopérer et à s'écouter et à travailler ensemble, même si on n'est pas d'accord, d'autant qu'on sait tous qu'on n'a pas la solution parfaite. Du coup, je trouve que à la fois, je trouve ça très stimulant le débat qu'on a ce soir, et j'ai quand même une petite frustration de me dire, finalement, même quand on est 4, on n'arrive pas forcément à, je dis pas à être d'accord parce que c'est pas l'enjeu, mais à trouver un compromis. Après, je crois dans la coopération, ce que Servigne dit très bien sur le fait que l'entraide et la coopération sont inhérents à l'humain, et que voilà, on va y arriver. J'y crois, je suis une optimiste, mais quand même, voilà, en assistant au débat et avec tout ce qui m'enrichit, voilà, ça me pose quand même question. Et du coup, voilà, comment est-ce qu'on lâche rien aussi sur la coopération, même si on n'a pas la solution. Voilà. C'est pour ça que Non, moi, je voulais juste dire qu'en fait, ça dépend du contexte. Parce que là, par exemple, moi, je travaille pour une ONG. Et notre but, c'est créer des mouvements sociaux. Et le but des mouvements sociaux, c'est de pousser les débats. Nous, on pousse les débats. Parce que si nous, on fait des compromis, alors c'est fini. Donc, notre rôle à nous, c'est de pousser des débats pour une conservation qui ne soit pas... Nous sommes les premiers qui ont parlé de ces conservations comme coloniales. Et au début, tout le monde dit « colonial, quel gros mot ». Et maintenant, c'est reconnu. Donc, nous, on pousse les débats. Ce n'est pas à nous de faire des compromis. Par contre, si moi, je serais une politicienne, alors c'est un peu différent. Donc, je dis toujours, quand je parle de politicienne, je ne voudrais pas être à votre place. Parce que moi, je viens ici, je me plante. C'est votre rôle de trouver un accord. Et je trouve que dans les moments... s'il n'y a pas des personnes qui poussent radicalement, alors si on commence les débats avec un compromis, alors c'est fini. C'est une vraie réponse, et c'est un peu aussi mon métier finalement, c'est de dire en fait, il y a tous ces gens-là qui sont autour de la table sont humanistes déjà, veulent préserver l'environnement, sont assez d'accord, et n'ont pas forcément les mêmes visions, les mêmes outils, mais chacun a un rôle très très important. Et l'enjeu, c'est ce que vous avez dit, c'est de prendre de la hauteur et de se dire ce que fait Fioré est super important, ce que fait Guillaume Blanc est super important, ce que fait Évrard aussi est super important, et chacun à leur niveau avance dans la même direction, et des fois d'avoir ces échanges pour pas se confronter, c'est échanger des idées, et peut-être aussi des synergies qui se créent. Et votre remarque est vraiment très pertinente. Merci. Il nous reste une dernière question. Oui, alors merci beaucoup pour ce débat, c'était très riche, et moi je suis très content au contraire d'avoir du débat, parce que je trouve qu'on n'en a pas du tout assez en fait, dans toutes les instances qui parlent de biodiversité. Du coup, merci de ne pas être tombé dans le consensus, c'est pour ça qu'on était venu. Et alors, après, j'ai entendu qu'on parlait beaucoup de population, et de populations locales, de communautés, des populations autochtones, et que de plus en plus on parle de les inclure. Il y a tout ce tournant participatif depuis plusieurs années, maintenant peut-être dizaines d'années. Et moi je me demandais, quelle était votre vue, peut-être un ou une de vous trois pourrait répondre, ou semble répondre. Comment vous vous sentez en fait avec ça, avec la conservation communautaire? Est-ce que parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun projet en fait qui se revendique pas de conservation communautaire. Est-ce que ça existe, la mise sous cloche communautaire? Moi, je peux répondre. La conservation communautaire, c'est la naissance 1980, la stratégie mondiale pour la nature de l'UICN WWF. 87, notre futur à tous de Brundtland, officialisé avec la Convention sur la diversité biologique en 92. La conservation communautaire, c'est tous les mots du discours. Participation citoyenne, éco-décision. La conservation communautaire n'atteint jamais les objectifs sociaux qu'elle s'est fixés. Ouganda, c'est communautaire.
ils bénéficient de l'argent des parcs. Mais comme ils n'ont aucun droit de regard sur le politique, c'est les plus grands ennemis de la conservation. Zimbabwe, le projet communautaire Campfire, le grand mot communauté. Au final, c'est l'État central qui a donné ses pouvoirs à des chefs de district. Donc, il n'y a pas eu de redistribution. Éthiopie, c'est communautaire. Je veux dire, la notion de volontariat n'existe pas. Ils sont expulsés en tant que communauté volontaire. Namibie, c'est communautaire. Avant qu'il y ait des touristes, avant qu'il y ait des scientifiques, ils attribuaient une valeur sacrée à la faune. Depuis qu'il y a eu des touristes, ils leur attribuent une valeur monétaire, parce qu'un éléphant, c'est photographié. Quid d'une pandémie, ils ne protègent plus la faune, et de toute façon, ils ont abandonné leur job d'agriculteur, de pasteur, parce qu'on leur a demandé de se convertir en guide touristique pour, etc. La conservation communautaire, pour moi, serait simple. Si n'importe qui va demander aux communautés, est-ce que vous voulez qu'on soit là? Pourquoi ils ne l'ont jamais demandé? Parce qu'ils connaissent très bien la réponse. Et après, il y a plein d'exemples. C'est que là, on a des exemples, par exemple, en Afrique, mais cette photo, ici, on est sur des terres de peuples autochtones, et c'est eux qui sont décisionnaires de toutes les zones. Il y a des zones de gestion de forestières, là, vous ne pouvez pas le voir, mais moi je sais où ils ont décidé d'exploiter leur forêt, des zones où ils ont décidé de ne pas toucher, parce qu'ils se disent ça, cette eau-là, c'est notre eau, et donc il faut que personne fasse n'importe quoi, et surtout pas le capitalisme, parce que ça, ils se sont dit, demain, on va venir nous acheter nos terres pour faire du tourisme, et on ne veut surtout pas ça, des zones agricoles, et c'est eux qui gèrent. Ils sont de plein droit, et ça, les éridos, par exemple au Mexique, c'est un autre mode de gestion. Alors, il y a le colonialisme aussi derrière, mais derrière, il y a eu un moment le droit de la terre, et c'est ce que tu énonçais. Ils sont eux-mêmes décisionnaires, et c'est eux qui gèrent et décident de la venue, et qui se posent les règles entre eux. C'est-à-dire que si ça déconne, c'est entre eux. C'est pas des gens de l'extérieur qui viennent dire « vous devriez pas faire ça ». Donc ça existe, il y a plein de contextes, et je pense que c'est un peu ça qu'il faut résumer, c'est que parfois, est-ce que mettre la forêt sous cloche c'est une solution? Je pense que la réponse est beaucoup. Il n'y en a pas, mais c'est surtout toujours reparti. Toujours. Non, mais il n'y en a pas. Oui. Non. Moi aussi j'en ai. Mais disons qu'en fait, il faut toujours repartir. Donc, si je prends vos mots, aux menaces, comprendre les menaces, comprendre, et finalement, c'est étudier, localiser, comprendre les besoins, redonner le pouvoir à ceux qui vivent de ces terres, qui vivent de leur subsistance. Et finalement, ce sont les seuls à même de pouvoir conserver, puisque ce sont leur habitat, ce sont leurs. Donc, c'est donner, accompagner. J'insiste, c'est pas vrai là ce que tu dis. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. J'ai pas fini ma conclusion. Franchement, c'est important de garder toujours la notion de cas par cas. Il n'y a pas de dogme. Étudier le contexte. Ouais. C'est ça qui est important, c'est que finalement, c'est à chaque contexte, à chaque endroit, il y a une réponse et il n'y a pas une réponse généralisée. Donc la question était fausse. Dites-moi. Excusez-moi. Merci pour tous vos points de vue. Alors, j'ai lu des livres des anthropologues. OK. Je ne suis pas une savante. Mais la chose que j'ai compris, c'est qu'il y a eu des peuples, ils ont été tellement bouleversés par la colonialisation, les missionnaires, bref, que leur culture, elle s'est radicalement transformée. Mais ça, depuis 1500. Alors, parmi ces peuples-là, il y en a certains, sûrement, qu'ils ont, comment dire, ils sentent que chaque être qu'il est là, il existe parce qu'il a le droit d'exister autant que lui. Que ce soit la batterie, les champignons, peu importe. Il y a des peuples qui sont conscients de ça. Et les peuples qui sont conscients de ça, ils peuvent évoluer dans cette direction-là et faire qu'est-ce qu'ils font là. Mais les peuples, qu'ils ont été complètement laminés, mais détruits dans leur identité, et qu'après, ils vont se recréer une identité en prenant un bout par là, un bout par là, un bout par là, ils n'ont plus aucun lien avec cet être vivant. Il a les mêmes droits d'exister que moi. Je ne suis pas plus important, il n'est pas plus important.
on a les mêmes droits d'exister, que ce soit un champignon, un arbre, un lion ou moi-même. Si on n'est pas conscient de ça, on ne peut pas être dans une relation de, comment dire, j'utilise le strict minimum pour exister, mais pas pour exploiter. Vous voyez? Donc, il n'y aurait pas des riches. Les riches, ils n'existeraient pas dans ce système-là. Parce que je vais juste prendre les nécessaires, les stricts nécessaires. Vous voyez? Merci. Merci, on peut applaudir nos intervenants. Merci. Merci. Merci à vous. Et merci à l'équipe qui a tout préparé.